Le moteur à piston d'avion, c'est une véritable merveille d'ingénierie qui, soyons clairs, a littéralement donné des ailes à l'humanité. C'est une sorte de symphonie mécanique incroyablement complexe et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir comment chaque petite pièce joue sa partition pour transformer une simple étincelle en une force capable de nous arracher du sol. Quand on regarde une image comme celle-ci, ça peut paraître un peu intimidant, non? On se demande comment cet assemblage hyper complexe de métal peut générer une puissance suffisante pour faire voler un appareil de plusieurs tonnes. Eh bien, c'est précisément le mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Allez, on plonge dans le vif du sujet. À la base de toute cette mécanique, il y a une idée qui est à la fois toute simple et absolument géniale. Imaginez qu'on puisse prendre la chaleur d'une petite flamme et la transformer en une force capable de déplacer quelque chose de lourd. C'est exactement ça, le principe fondamental. Transformer de l'énergie thermique, de la chaleur, en un mouvement bien réel. Pour mettre un nom là-dessus, le terme scientifique, c'est moteur thermique. En gros, c'est une machine qui prend de la chaleur, en général issue de la combustion d'un carburant, et qui la convertit en énergie mécanique, en travail, comme disent les physiciens. Et c'est ce travail qui, au bout du compte, fait tourner l'hélice de notre avion. Bien sûr, une idée pareille, ça n'est pas tombé du ciel. Elle a été construite brique par des esprits brillants. Tout commence sur le papier avec un certain Bode Rocha qui, en 1862, théorise le fameux cycle à 4 temps. Ensuite, il y a Nicolaus Otto qui, lui, passe de la théorie à la pratique et construit le premier moteur fonctionnel en 1876. Et un peu plus tard, Rudolf Diesel arrive et propose une approche totalement différente qui donnera naissance au moteur qui porte encore son nom. Pour vraiment piger comment fonctionne le moteur dans son ensemble, il faut d'abord faire un zoom avant. On va regarder son unité de base, son cœur battant si on veut, le cylindre. C'est vraiment là, à l'intérieur de cette petite chambre métallique, que toute la magie opère. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On a des éléments clés. D'abord, le piston, cette grosse pièce qui n'arrête pas de monter et de descendre. Et puis, tout en haut, on a les soupapes. Il faut les voir comme des portes. Il y en a une pour faire entrer le mélange air-carburant, les invités si on veut, et une autre pour faire sortir les gaz brûlés une fois la fête terminée. Ce piston, donc, il fait un aller-retour constant. Son point le plus haut, on appelle ça le point mort haut ou PMH. Son point le plus bas, c'est le point mort bas, le PMB. La distance qu'il parcourt entre les deux, c'est ce qu'on appelle la course. Ces petits termes sont importants parce que tout le rythme du moteur est basé sur ce mouvement de va-et-vient. On arrive maintenant au processus central, le fameux cycle à 4 temps. C'est une séquence hyper synchronisée, un véritable ballet mécanique qui se répète des milliers et des milliers de fois par minute. C'est de là que vient la puissance continue du moteur. Allez, premier temps, l'admission. C'est simple, la porte d'entrée, la soupape d'admission, s'ouvre, le piston descend et en faisant ça, il crée une dépression qui aspire le mélange d'air et de carburant à l'intérieur du cylindre. C'est un peu comme si le moteur prenait une grande inspiration avant l'effort. Deuxième temps, la compression. Là, toutes les portes se ferment. Le piston remonte et vient écraser, compresser tout le mélange dans un volume tout petit. La pression à l'intérieur devient énorme. C'est un peu comme si on bandait un arc au maximum. On accumule une énergie potentielle incroyable. Et voici le moment clé, le troisième temps, la combustion, qu'on appelle aussi la détente. Une étincelle jaillit de la bougie et là, boum, le mélange ultra comprimé s'enflamme et explose. La déflagration est tellement violente qu'elle repousse le piston vers le bas avec une force phénoménale. C'est le seul moment où le moteur crée de la puissance. Les 3 autres temps ne sont là que pour préparer celui-ci. Et enfin, quatrième et dernier temps, l'échappement. La fête est finie, il faut nettoyer. La porte de sortie, la soupape d'échappement, s'ouvre. Le piston remonte une dernière fois et pousse tous les gaz brûlés vers l'extérieur. La place est nette et on est prêt à recommencer un nouveau cycle. Alors, pour récapituler ce fameux balai en 4 temps, c'est admission, compression, combustion détente et échappement. On peut le retenir plus simplement, le moteur aspire, il comprime, il explose et il expulse. Et il fait ça en boucle sans jamais s'arrêter. C'est ce cycle qui transforme un liquide, le carburant, en un mouvement rotatif. Ok, maintenant qu'on a bien compris le cycle de base, il faut savoir qu'il y a 2 grandes familles, 2 variations principales, le cycle Otto et le cycle diesel. L'objectif est le même, créer de la puissance, mais le chemin pour y arriver est un peu différent. Alors, c'est quoi la grande différence? En fait, tout se joue sur un seul détail. Comment est-ce qu'on allume le feu? Le moteur Otto, celui qu'on trouve dans la plupart des voitures à essence, utilise une bougie pour créer une étincelle, comme un allume-gaz. Le moteur diesel, lui, a une astuce beaucoup plus brutale. Dans un moteur Otto, le mélange est comprimé à un ratio d'environ 10 pour 1. Ça veut dire que le volume initial du mélange est divisé par 10.
Pour se faire une idée, c'est un peu comme si on prenait le contenu d'une bouteille d'1 litre et qu'on le faisait tenir dans un petit verre de 10 centilitres. C'est déjà pas mal. Et c'est là que le diesel change la donne. Son taux de compression est 2 fois plus élevé. On parle de 20 pour 1. Et quand on comprime de l'air aussi fort, il se passe un truc incroyable. Sa température monte en flèche, au point qu'il devient brûlant, incandescent. Et du coup, on n'a même plus besoin d'étincelles. Donc, pour résumer très simplement, moteur auto, on aspire un mélange air-essence, on le comprime modérément et on déclenche l'explosion avec une étincelle. Moteur diesel, on aspire de l'air seul, on le comprime comme un fou jusqu'à ce qu'il soit surchauffé et on injecte le gazole qui s'enflamme instantanément à son contact. C'est ce qu'on appelle l'auto-inflammation. Bon, maintenant qu'on a vu en détail comment fonctionne un cylindre, il faut imaginer qu'on en met plusieurs ensemble pour avoir plus de puissance. Et la façon dont les ingénieurs les assemblent, la configuration du moteur, eh bien, ça change tout en termes de performance, de taille ou de refroidissement. Les configurations les plus connues, celles qu'on retrouve surtout dans l'automobile, ce sont les moteurs en ligne, où les cylindres sont sagement alignés les uns derrière les autres, et les fameux moteurs en V, où ils sont disposés en 2 bancs inclinés. Ça permet de faire des moteurs plus compacts. Mais dans l'aviation, la vraie star, la configuration iconique, c'est lui. Le moteur en étoile ou moteur radial. Les cylindres sont disposés en cercle autour du vilebrequin, un peu comme les pétales d'une fleur mécanique. Et cette architecture, elle est géniale pour les avions. Chaque cylindre est exposé de face au vent de l'hélice, ce qui assure un refroidissement par air parfait, en plus d'offrir un rapport puissance-poids exceptionnel. Et cette technologie a véritablement écrit l'histoire. Il faut s'imaginer en 1909. Louis Blériot se lance dans un exploit fou pour l'époque, traverser la Manche en avion. Et son appareil était propulsé par un tout petit moteur de 3 cylindres en éventail, une des premières versions de ces architectures. Ça montre à quel point l'innovation moteur a toujours été le nerf de la guerre en aviation. Voilà, on est parti de la simple théorie de Baud de Rochas pour arriver à ces magnifiques moteurs en étoile qui ont conquis le ciel. Cette technologie a littéralement changé la face du monde. Aujourd'hui, on parle de moteurs électriques, d'hydrogène, alors on peut se poser la question, quel héritage laissera cette incroyable symphonie de pistons et de feu ? C'est une question qui, je crois, va continuer de nous fasciner pendant longtemps.